Sous un soleil accablant, nous sommes obligés de vous servir car c'est notre devoir sacré, un métier de prédilection. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Actu 60. Gouvernement d'union nationale, pour quelle taille? Ce sont des questions qui se posent. Et quel profil pour le Premier ministre? Et puis, quel jugement rendez-vous aux sanctions à l'égard du Rwanda? C'est ça, ce sont les deux sujets que nous allons traiter avec mes deux invités. Ils sont tous de l'Union sacrée, un échange citoyen. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Nous avons deux invités, comme je le dis à mon introduction. Il y a Maître Kapuya Toms dit Yelushalema, qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Minuska, ravi d'avoir arraché cette opportunité, cette invitation. Et surtout que je suis venu répondre parce que nous sommes dans votre mois, le mois des femmes. Et 7 mois est dédié aux femmes. Et à tout seigneur, tout honneur, je salue son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est lui qu'on a surnommé Fachibeton de Yelushalema. Et pour sa diplomatie intelligente, active et gagnante. Et cette diplomatie aussi est dédiée à la femme. Parce que nous avons vu une femme de fer, une femme capable, une femme de haut talent, une femme, pas n'importe quelle, toutes les femmes, qu'on appelle Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Et il a fait la fierté. Qui n'est pas congolais de père et de mère. Hein, il a fait... Qui a défendu favorablement et farouchement son pays. Bon, il faut bien nuancer. Tu commences déjà. Tu commences déjà. Mais, bravo elle est congolais. Un de ses parents est congolais. Mais pas de nous amener des personnes qu'on ne connaît pas leur origine. Oui, non, madame. Madame, pas nous amener des personnes qu'on ne connaît même pas leur origine. Et tout ça, c'est qu'on sort. Et c'est comme ça que cette victoire de la diplomatie intelligente de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est dédiée à toutes les femmes, est dédiée à Ouazalendo, est dédiée à nos FRDC, est dédiée à la population congolaise qui était anonyme, qui était derrière leur chef, qui était leur patron, leur un beau-père de la famille qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Il y a Maître William Tchassar, il est aussi de l'Union sacrée. Maître William, bonsoir. Bonsoir madame, et je salue tous les Congolais qui nous suivent, particulièrement les populations de l'Est avec qui nous sommes des cœurs. Et je salue mon co-débatteur Laras. Merci. Et voilà, avant d'entrer dans notre vif du sujet, je demande à la régie de me balancer une vidéo, un élément. La congrégation des églises missionnaires Sion, CM en sigle, a procédé au sacre de 14 évêques et à la création de 8 messeigneurs. Sous la houlette de l'archevêque Jérémie Nzondo, le numéro 1 de cette grande confession religieuse. Louange et adoration sous la mouvance du Saint-Esprit. Que la paroisse de Monseigneur Elia au quartier Montbellé était en ébullition. L'archevêque Jérémie Nzondo, l'orateur du jour, a exhorté ce dernier sur la discipline, l'entrepreneuriat et la crainte de Dieu. Habillés en tenue sacerdotale, ils sont loin. En vertu du pouvoir sacerdotal qui m'a été conféré par les cieux, je viens prier pour toi aujourd'hui. Et je t'élève au rang des évêques, au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, que l'huile qui coule sur toi maintenant, et dans la huile il y a Elonga, et dans la huile il y a des Kams, et dans la huile il y a Makawaminen, mafuta oye kweli kola mutunayo. Elongi sayo bitumba nyos. Le chef spirituel de la CM explique. Nos impressions sont très bonnes parce qu'on a eu à créer plusieurs messeigneurs aujourd'hui et aussi sacrer beaucoup des évêques. Nos impressions sont tellement que nous remercions Dieu pour la réussite de cette grande activité. Je vais dire ceci. On a organisé des prières pour notre pays et nous disons au président de la République des forces. Il a une mission parfois qu'il n'a pas parfois compris. Cette mission que Dieu lui a confiée, c'est de remettre la RDC entre les mains des Congolais. C'est ça la mission qu'il a été élu président de la République. Et qu'il soit serein dans ses décisions. Donc qu'il soit là et qu'il travaille. Nous bénissons les efforts diplomatiques, toutes les victoires diplomatiques que nous avons eu que la RDC vient de gagner. Nous disons coup de chapeau au ministre des Affaires étrangères
et aussi au gouvernement qui ne cesse d'aménager des efforts pour la réussite et la paix de notre pays. Pour ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, je devrais normalement être aujourd'hui à Bukavu, aujourd'hui les deux, pour le sacre de 70 évêques. Malheureusement pour nous, nous leur disons, Dieu va faire quelque chose, qu'il soit fort, qu'il croit au gouvernement. Nous ne pouvons pas supporter les rebelles. Nous disons à notre frère Nanga, si vous êtes congolais, vous devez laisser cette aventure. Parce que, regarde-moi dans les yeux, vous ne réussirez jamais. Nanga, avec toutes ces aventures, que Kagame soit content qu'il est rwandais. Nous sommes des Congolais. Il n'a pas se gérer dans notre pays. Il n'a pas à chercher la richesse ici. Si Dieu les a privés la richesse, qu'il prie. Dès qu'il nous appelle, nous devons aller prier pour eux qu'ils découvrent aussi les jugements des coltans et de l'or. Notons que cette congrégation a déjà consacré plus de 700 évêques. En service sacerdotal, il y a eu au moins 14 messeigneurs et la création de quelques évêques. C'est une congrégation dirigée par l'archevêque Jérémie Nzondo. Chapeau bas à vous, l'archevêque. Nous commençons l'émission. Je commence avec Yelushalema Thompson. Le gouvernement d'union nationale, pour quelle taille? Oui, madame, avant toute chose, je remercie son Excellence Félix-Antoine Tshilombo d'avoir pensé à réunir tous les Congolais sans tenir compte de leur tendance, soit leur origine politique, sur la gestion des restes républicains. Différemment avec ses prédécesseurs, et il y avait un moment là des langues se délier auprès de ce que nous disons des opposants, chercher à avoir un gouvernement d'union nationale, soit une cohésion nationale à propos de ce qui se passe dans notre pays en général et à l'Est en particulier. Et son Excellence Félix-Antoine Tshilombo écoutait tout ce que des opposants disaient. Il écoutait? Il écoutait. Ah bon? Oui, aujourd'hui, il va mettre en pratique. Ce n'est pas un gouvernement de circonstances. Non. S'il y avait un problème de circonstances, oui, parce qu'il n'y a pas... C'est l'affaire de... Il n'y a pas... C'est la question de sécurité. Il n'y a pas crise de légitimité. Il est en plein mandat, pas même 2 ans depuis qu'il a été... Il a dit lui-même dans sa bouche, il veut un gouvernement d'union nationale pour que le fils et fils congolais, qu'ils soient ensemble pour gagner cette guerre. C'est par rapport à... Justement, mais c'est ça la bonne foi. C'est ça un acte d'un bon père de la famille. Pour ne pas donner le prétexte à ceux qui se font la nuit M23, mais la journée se disent opposants, de parler que non, nous on ne nous avait pas imprégné dans la gestion, on avait quelques dons à faire, on avait quelques idées à donner. Maintenant, il a fait appel à tout le monde, sans exception, et je pense que son conseiller qu'il a déjà désigné, il va voir toutes les couches, tous les opposants, la société civile et consorts, pour éviter que non, moi je ne t'ai pas consulté, il a seulement parlé, mais il n'a pas fait. Non. Plus question encore de prétexte. Et ce qui nous fait mal, c'est voir le nombre de Congolais qui ont tombé depuis cette guerre d'agression qui nous a été importée par l'AFDEL. On est déjà au-delà de 18 millions de Congolais. Si on prend des pays de Sahel ou bien de West Afrique là-bas, on peut voir 3-4 pays. On mélange et on extermine toute cette population pour avoir le nombre de Congolais exterminés à l'Est. Nous disons que trop c'est trop. Plus question encore d'accepter que le sang des Congolais puisse couler. Plus de 18 millions, ça suffit. Répondez maintenant. Nous avons besoin d'une paix durable et toute personne qui est impliquée dans ce qui se passe à l'Est, il trouvera la justice sur son chemin. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je posais la question de savoir quelle taille pour le gouvernement d'union nationale. Oui, mais avant toute chose, ce gouvernement ici va prendre des personnes qui raisonnent, des personnes qui ont l'essence du sang des Congolais. Pour les mentir, on laisse
ces pouvoirs-là discrétionnels Non, il faut toujours réfléchir au chef de l'État. On est Mais pour nous, on est congolais. pour nous, on souhaitait que le mentir, soit le nombre soit un peu diminué, pas au-delà de 50. Mais comme il y a eu plusieurs ministres qui n'ont pas bien excellé, même votre ministre des Communications, je pense que parmi des personnes que nous demandons que ce soit écarté, il doit être... Qui soit remplacé par Mende. Non, moi je ne cite pas les noms des personnes qui seront remplacées parce que jusque-là, je ne vais pas mettre le chéri devant le bébé pour dire que non, il y aura telle personne dans tel poste. Non. Ceux qui vont venir, avec leur savoir, on verra des personnes capables de remonter les défis. Parce qu'avec ce gouvernement ici, on a refusé, on n'aime pas écouter les termes là qui n'ont pas politique. Il n'y aura plus de pas politique. Parce que nous sommes en train de voir des Congolais en train de tomber à l'Est avec des complicités des Congolais qui se fait rouler, qui se fait utiliser pour l'intérêt des Rwandais et des Occidentaux. Et on n'a pas vu plusieurs caciques, soit plusieurs personnalités qui se disaient que nous avons des pas politiques, condamner avec énergie, avec force tout ce qui se passe à l'Est. Et cette fois-ci, nous avons compris et nous avons vu comment discerner des vrais et des faux hommes politiques du Congo. Et le gouvernement doit avoir des personnes qui raisonnent, qui agissent pour le compte de la vision des chefs de l'État et voir des personnes qui vont venir avec un plus pour voir dans quelle manière cette guerre-là doit prendre fin avec la cohésion que nous sommes en train de prôner et ça nous fera plaisir. Il y a toujours eu un problème de casting au sein du gouvernement dans notre pays, surtout à ce régime, le casting. Et très souvent, le chef d'État est plaintif. Est-ce que cette situation ne va plus encore revenir? Madame, mais ça me fait très mal quand il dit que non. Quand on fait appel des Banamaï, attendez, laissez-moi vous dénoncer, vas-y. Supportez quand même la vérité. Quand on fait appel à des Banamaï, à des amis, à des amis qui viennent de l'Europe, on laisse Maître Willy Tassa ici qui a ses compétences, on vous laisse vous mettre Kapouya, on laisse Teddy Kachama, on laisse je ne sais pas qui, pour prendre les Banamaï, prendre les copines et des copains, résultat zéro. Dites-nous un peu. Est-ce que cette situation ne va plus encore refaire surface? Madame, ça me fait très mal quand tu fais sortir un terme casting. Mais les sénateurs... Encore ça choque, le casting? Ça ne choque pas, mais oui? les sénateurs à vie Joseph Kabila Kaban qui nous a dirigé pendant 18 ans, vers la fin, il a dit que non, il n'avait pas 15 personnes qui pouvaient l'aider à transformer le peuple congolais. Bon, là, dans ce cadre-là, on va tenir compte des castings, on va tenir compte de quoi? Parce que tu parles pour fixer que non, dans ce gouvernement. Mais le gouvernement précédent, ils nous ont fait voir qu'ils n'avaient pas 15 personnes. Vous voulez faire la comparaison, vous ne voulez pas vous assumer. Acceptez vos fautes pour mieux corriger. Corriger, oui. Mais on corrige là où il y a des fautes. Et je venais de te dire que beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans la gestion des restes républicains, c'était par rapport au poids politique. Merci. Et que dit la Constitution? La Constitution aussi tient compte de ça. Nous avons vu dans les derniers deuxièmes quinquennats ici, mon abouti chef que j'ai salué en passant, mon secrétaire et mon président Aïe, a été nommé informateur pour identifier des majorités. Et c'est à partir de ces majorités-là qu'on tire. Soit le gouvernement est formé par rapport aux majorités. Mais aujourd'hui, quand son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu tout ce qui se passe et tout ce qui se parle avec la réalité du terrain, et il a dit clairement qu'il n'aura pas besoin de poids politique. Nous attendons voir, parce qu'on a vu aussi que dans ce que nous disons opposition, il y a des personnes très intelligentes. Opposition a pété. Oui, à Pétoana. Oui, Anzala. Yanzala, oui. Merci beaucoup. Yanzala, oui, mais je passe la parole à Maître il y a des personnes intelligentes. Il y a des personnes intelligentes là-bas pour lesquelles ils peuvent venir
assister, soit contribuer aussi à la gestion du pays et faire bouger d'autres lignes. C'est ça ce que nous attendons. Je passe la parole à Maître Willy Ntiassa. Je le vois déjà assoiffé de parler. Maître Willy, gouvernement d'union nationale, quelle sera la taille? Comment vous imaginez? Quelle taille nous pouvons avoir pour ce gouvernement? Merci beaucoup, madame. Nous avons tous suivi le chef de l'État annoncer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Je pense qu'il faut d'abord situer le contexte pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que la République est en train de vivre des moments difficiles. Nous faisons face à une agression lâche et barbare du mandat. Et s'il y a une chose que nous devons faire, nous Congolais, c'est de nous mettre ensemble. L'unité nationale, je crois que c'est un mot qui passe en boucle aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord avec tel ou tel autre dirigeant, responsable politique. On peut ne pas aimer la personne, mais ici, il n'est pas question d'individu. C'est la patrie dont il est question. Et donc, je crois que le président, dans sa bienveillance, c'est une initiative que je salue personnellement, bien que je considère qu'il doit y avoir des préalables à définir pour que ce gouvernement d'union nationale ne soit pas une rencontre des gens qui viendront jouir, se retrouver comme on a tendance à vivre dans notre pays. Ça, c'est une vérité et il faut le dire. Donc, gouvernement d'union nationale, pour quelle taille? Naturellement, il faut réduire l'équipe, obligatoirement. Il faut réduire sa taille parce que la guerre dans laquelle nous sommes va nécessiter beaucoup de ressources, beaucoup de moyens financiers, parce qu'il faut acquérir de l'armement, peut-être qu'il faut procéder au recrutement et ainsi de suite. Donc la République aura besoin de beaucoup de ressources. Et donc, puisque nous n'en avons pas beaucoup, il va falloir réduire la taille du gouvernement. Ça, c'est une première question. Ça, c'est un premier élément. Il faut vraiment que ça soit un gouvernement réduit, mais aussi pour que ça soit efficace. Nous avons besoin d'un gouvernement réduit pour qu'il soit efficace. Ça, c'est de un. De deux, il faut que ça soit un gouvernement ouvert. Ouvert. Le président a tendu la main à tout le monde, à tous les bords politiques, à toutes les tendances politiques. Donc, il n'est pas ici question d'intégrer l'union sacrée, parce que les communiqués fusent en ce moment, les gens s'inquiètent. Il n'est pas ici question d'intégrer l'union sacrée, il n'est pas ici question de devenir amis du président, ce n'est pas ça l'objet. L'objectif, c'est de nous mettre ensemble pour faire face à la situation difficile qui se dresse à nous aujourd'hui. Et tout Congolais qui a ce pays dans son cœur, parce que c'est aussi un problème aujourd'hui, tout celui qui porte la République démocratique du Congo dans son cœur, je crois que doit accepter cette main tendue, même si vous n'allez pas personnellement faire partie de l'équipe gouvernementale, mais vous pouvez toujours être utile d'une manière ou d'une autre. Donc, je crois que ceux qui sont méfiants face à l'initiative du président, je ne sais pas s'ils sont en train de monter les enchères ou bien c'est une posture. Ceux qui sont méfiants disent que le chef de l'État ne respecte pas ses engagements avec les tierces. C'est ça aussi le problème. À chaque fois qu'il y a, je ne sais pas, une défaite, il y a un problème quelque part, il aime jeter la balle aux autres. C'est ça. C'est ce qui se dit dans l'opinion. Je laisse la responsabilité
à ceux qui ont fait ces genres de déclarations. Le président de la République c'est comme le chef d'équipe. Chacun doit être à son poste. Je ne sais pas quel engagement le président a pris et qu'il n'a pas respecté, ça je ne sais pas. Mais ici, vous savez, nous avons un problème, nous les Congolais, nous avons un problème. Nous avons toujours des personnes en vue au lieu de voir la République. Nous parlons de la patrie, mais nous ne parlons pas de la personne du président de la République. Nous parlons de la patrie. Donc, si la patrie est dirigée par une personne qui est le président de la République. Non, la patrie est dirigée par des institutions. Il y a un garant. Il y a un garant de bon fonctionnement. La patrie est dirigée par des institutions. Et ces institutions sont en place. Chaque institution a un rôle spécifique à jouer de par sa mission constitutionnelle. Donc, il faut qu'on élève les débats et qu'on évolue. Les gens ont toujours tendance, même dans cette situation de guerre, les gens voient le président. Non, cette guerre n'est pas la guerre du président, c'est la guerre de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas entrer pour vous dire que le président a trouvé la guerre, parce que ça sera un débat. Je ne préfère pas entrer aller sur ce terrain-là. J'aimerais que nous comprenions que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Félix Tshisekedi. Si nous réfléchissons comme ça, nous sommes à côté. C'est la guerre de tous les Congolais. C'est votre guerre, c'est la mienne, c'est la guerre de mon frère. Nous sommes tous impactés au même titre. Maintenant, il se trouve qu'il y a des institutions qui ont des animateurs. Et je crois que c'est de ça que vous parlez. Mais on doit parler de l'institution ou de son animateur. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État a donné un ton. Si ceux qui sont de l'autre côté de la table pensent qu'ils ont des préalables, par exemple, ce qui est normal, on comprendrait. Écoutez, nous sommes partants ou nous sommes hésitants par rapport à tel aspect. Ce sont des choses qui peuvent être réglées, mais vous ne pouvez pas faire obstacle à l'unité nationale parce que vous avez des revendications personnelles à faire prévaloir. J'ai soulevé une question ici par rapport au casting. C'est une situation qui pose vraiment problème. Le manque de culture managériale. Vous allez avoir, je ne sais pas, un infirmier au ministère, je ne sais pas, de l'agriculture. Vous aurez un juriste au ministère de l'éducation. Donc, ce problème-là, le casting pose problème. Les banamaïs, les copains, les copines. Bon, je crois que notre système politique, moi j'ai toujours dit, le système politique congolais actuel, c'est un système à revoir. Il est nocif. Pourquoi? Parce que la majorité parlementaire, non, disons, le gouvernement provient, ou bien c'est l'émanation de la majorité parlementaire. Donc, le président de la République n'a pas de marge personnelle à proprement parler s'agissant de la formation. Il peut influer d'une manière ou d'une autre, mais le gouvernement se forme par rapport à la majorité parlementaire. Bon, je crois comprendre que nous sommes dans un contexte particulier où on va peut-être mettre en veilleuse certaines dispositions constitutionnelles pour reconstituer l'Union nationale ou bien aller dans le sens de mettre tout le monde ensemble. Mais ce que je voulais dire, c'est que le chef de l'État ou bien le dirigeant n'a pas toujours des personnes qu'il souhaite. Pourquoi? Parce que les collaborateurs viennent des alliés politiques. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul parti qui a dirigé seul, à part la période du maréchal Mobutu, où le MPR avait tout le pouvoir. Mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans des coalitions. Or, lorsque vous êtes en coalition, vous cédez une partie de vos prérogatives. C'est-à-dire que vous acceptez que une autre vision politique intègre la vôtre. Et quand c'est comme ça, vous ne savez pas toujours contrôler les gens qui viennent. Parce que je crois que vous l'avez déjà appris par le passé où on vous dit envoyer 5 noms et tout ça. Oui. Donc ce sont des gens qu'on envoie
et qu'on ne sait pas toujours contrôler. Voilà pourquoi il faut revoir le système politique dans son ensemble. Donc, nous sommes dans un mécanisme de coalition. Ce n'est pas toujours facile de dire je ne prends pas celui-ci parce que il n'est pas compétent, je ne prends pas celui-là. À un certain moment, vous êtes contraint de faire avec au nom de la coalition, au nom voilà. Donc, mais en ce moment crucial, le casting est vraiment très important d'y tenir compte. Mais oui, d'en tenir compte plutôt. Le problème de casting, vous n'avez pas peut-être totalement tort de le dire, mais ça, la raison, c'est celle que je suis en train d'avancer ici. C'est que les collaborateurs qu'on vous donne ou qu'on vous envoie, parfois viennent des formations politiques qui ne sont pas les vôtres, au nom des coalitions politiques pour gouverner. Parce que pour constituer la majorité, il faut un certain nombre de députés. Et si votre parti politique n'arrive pas à lui tout seul à créer ou à générer cette majorité, vous êtes obligé de jouer le jeu de coalition. Et c'est à ce niveau-là que le problème commence. Parce que les alliés vont envoyer des personnes que vous ne maîtrisez pas toujours. Mais je pense que présentement, avec la situation qui est la nôtre maintenant, peut-être que d'autres éléments entreront en jeu, d'autres considérations seront prises en compte pour que ceux qui seront mis ensemble au sein de ce gouvernement-là soient des personnes de qualité une question directe. Une question directe. Vous pensez que nous pouvions avoir combien de personnes au sein du gouvernement? 35 personnes, c'est déjà beaucoup. Nous avons des gouvernements de 60 personnes. Pourquoi faire? Et puis nous, du temps de Mobutu, on avait ministère, budget, finances, urbanisme et habitat, pêche et élevage. Pour réduire le nombre, aujourd'hui, on a scindé tout ça. Bon, peut-être que pour donner des ministères aux alliés, encore une fois, mais je crois que c'est au désavantage de la République. Donc il faut revenir aux fondamentaux, à l'essentiel, parce que c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, nous aurons besoin de beaucoup de moyens pour motiver nos soldats, pour les mettre dans les bonnes positions, pour urbaniser les territoires, parce que je pense que nos territoires sont aussi facilement récupérés par l'ennemi, parce que souvent aussi ce sont des territoires qui ne sont pas très bien équipés, très bien urbanisés, la police... donc il faut revoir tout ça. Et voilà pourquoi j'ai dit, le gouvernement d'union nationale, oui, nous en appelons de notre vœu nous tous, parce que nous voulons que le chef de l'État réussisse. Sa réussite ne sera pas une réussite personnelle, mais c'est la réussite de la République. Donc, il faut vraiment définir les missions. Et pour ça, il faut que ce soit un gouvernement à taille réduite. 35 personnes. Pourquoi pas 30 personnes? C'est déjà suffisant pour un pays au budget. Pas 50 comme propose Maître. Personnellement, c'est son point de vue, je le respecte, mais personnellement, je trouve que s'il y aura 50 ministres, on n'aura pas changé grand-chose. Ils sont à Parce 50... que lorsqu'on parle de la réduction de train de vie, vous voyez que s'il y a 50, 60, ça sera vouloir une chose sans contre. Oh oui, 50 ministres, je trouve que c'est trop. 30 personnes, 35. Le mal, c'est quoi? Dans notre pays, pour qu'on vous... Ceux qui veulent soutenir le chef de l'État doivent obligatoirement obtenir des postes. Donc, on est allié du chef de l'État quand on a quelque chose. Quand on ne se retrouve pas, on devient opposant. Je ne vais pas citer les noms. Vous les connaissez, les gens qui au départ soutenaient le président. Après un certain moment, quand il n'a pas eu ce qu'il demandait, il a basculé dans l'opposition. Ils sont nombreux, vous les connaissez. Je ne citerai pas les noms. Donc, ça sera très, très difficile, mais l'intérêt supérieur de la nation doit primer. Nous devons arrêter de toujours penser à nos intérêts personnels. Nous devons arrêter cette histoire si nous ne voulons pas que le Congo disparaisse. Il faut toujours mettre les intérêts du président en avant. Vous pouvez, du Congo en avant, je m'excuse. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ceux qui dirigent aujourd'hui, mais au nom de l'unité nationale, au nom de la nation, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, vous vous mettez ensemble et vous travaillez ensemble. Merci. Maître Thompson. Maître Thompson,
Ma question est de savoir quel sera le profil du Premier ministre par rapport à cette situation au gouvernement de l'Union nationale. Madame, le Premier ministre, nous avons plusieurs personnalités dans ce pays qui sont intelligentes, en commençant par la personne qui nous gère aujourd'hui, Madame Choumino Judith. Oui, c'est une femme d'affaires. C'est une femme parmi les tant d'autres qui fait la fierté de nos mamans dans notre pays. De deux, j'avais beaucoup apprécié aussi son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme on revient toujours dans votre mois des femmes, d'avoir que depuis que le Congo est Congo, il y a eu plusieurs femmes qui ont été élevées au sommet de l'État sans que ses prédécesseurs ne tenaient pas compte de leur qualité, leur savoir, leur manière de faire les choses. Comme nous sommes dans une période un peu spéciale, on peut dire que spéciale, parce qu'on ne va plus tenir compte des poids politiques, nous tenons compte de ce que le Congo est en train de traverser comme une guerre d'agression que l'Occident nous avait offert dans les mains de Rwanda Paul Kagame, et RDC voulait être rwandalisé, soit kagamisé, comme on est en train de surmonter l'obstacle de ce qui s'est passé. Et il y a des meilleures personnes, il y a des bonnes personnes, il y a des intelligents qui vont assumer les responsabilités dans le rôle de Premier ministre. C'est ça ce que je suis en train de voir. Je ne peux pas te dire que non, non, il faut une personne qui est allée étudier aux États-Unis, soit non. Avant toute chose, c'est être nationaliste, tenir compte de la souffrance de la population congolaise et avoir le sang du Congo et avoir de bonnes manières de s'occuper de solguant le peuple d'abord. Passons directement au second sujet. Quel jugement rendez-vous aux sanctions à l'égard du Rwanda? Madame, quand on parle des sanctions que Rwanda est en train de subir aujourd'hui, ce n'est pas de l'hypocrisie, juste d'une mascarade. Comme disent les Kinois, alors au moins à Kosa Leka. Nous connaissons les joueurs, leur jeu, les Occidentaux, la manière dont ils fonctionnent. Oui, tout à fait normal, des Kinois ont raison de dire ça. Mais le monde aujourd'hui est en train de basculer, soit on est en train de voir un monde multipolaire. Et le monde multipolaire, chaque pays va chercher à s'attacher, soit à avoir des relations là où il tire ses intérêts. Et j'avais apprécié le système politique, soit la façon où son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo jouait sa politique avec le système de non-alignement. Il côtoyait tous les pays là où il voyait que non, non, si je suis avec ces pays-ci, il y a l'intérêt de son pays, soit l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont des propos qu'on tenait très longtemps et des rêves qu'on faisait pour voir dans quelle manière le Rwanda nous faisait agenouiller si on était esclavagisé par un petit Rwanda. Et beaucoup de gens voulaient que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse dire que non, j'ai fait la guerre au Rwanda. Et aussi longtemps que tout ce que Rwanda faisait, il y avait des Occidentaux derrière Rwanda. Comme preuve, des Européens avaient signé des accords bilatéraux avec Rwanda des minéraux. Aussi longtemps que dans les sous-sols rwandais, il n'y a même pas les petits gouttes, même un petit morceau, qu'est-ce que je peux dire, même les petits graines de minéraux, il n'y en a pas là-bas. Les richesses de Rwanda, c'est seulement du thé. C'est ça ce qui régénère de réserves, soit des devises au Rwanda. Mais quand les Occidentaux allaient voir au Rwanda, pour que Rwanda puisse leur vendre des minéraux, c'était d'office, c'était eux qui envoyaient Rwanda de venir traverser les frontières, piller, tuer, voler, massacrer pour leurs intérêts. Et quand on a vu son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo agissait dans la diplomatie, il a fait comprendre ces Occidentaux-là que non, trop c'est trop,
si vous avez des minéraux, vous avez besoin de faire tourner vos industries, vos projets, tout ça. Venez à moi, je vais vous servir. Et comme il l'a convaincu, avec un langage diplomatique, les choses ont tourné, les fusils au pôle, par les Occidentaux, soit ils ont changé les fusils au pôle. Et ce qui m'a fait plaisir, même hier ici, j'ai vu aussi le Canada sanctionner sur Rwanda par rapport aux actes illicites que Rwanda et Paul Kagame et sa bande ont commis dans les sols du Congo. Quels seront l'impact de ces sanctions-là au Rwanda? Au Rwanda, d'abord, ces sanctions-là vont affaiblir l'économie du Rwanda. Parce que Rwanda, son économie a été basée sur ce que nous disons, l'économie extravertie. Il recevait que les dons, des donations, et ce qu'on soit des Occidentaux. Et avec des projets que Rwanda signait avec des Occidentaux, c'était que piller, voler, prendre le Congo pour faire stabiliser son régime, soit ses activités ou bien son économie. Mais quand les donateurs, les gens qui lui envoyaient de venir commettre des bavures ici, sont en train de lui sanctionner aujourd'hui, Rwanda sera réduit économiquement, Rwanda sera réduit financièrement, Rwanda sera réduit sur les cadres de sécurité, parce que ce sont eux qui faisaient Rwanda à tous les niveaux. Et je suis en train de voir que dans quelques jours, les Rwandais deviendront nos esclaves ici au Congo. Ah bon? Oui, viendront chercher des travail et le Rwanda économiquement va disparaître. Merci. Parce qu'ils se sont déjà habitués à bouffer, à consommer des choses qu'eux n'ont pas fait l'effort pour chercher, soit pour avoir, des choses gratuites, avec des facilités. Maintenant, quand ils vont sentir que pour avoir, il faut respirer, il faut transpirer, et il faut se donner, et ils sont maintenant incapables de trouver des solutions, ça sera difficile pour eux. Et voilà, Maître Willy Ntsassa, vous avez la parole. Quel sera le profil du Premier ministre? Merci beaucoup, madame. Déjà, est-ce qu'il faudra un nouveau Premier ministre? C'est ça la question. Personnellement, je déconseillerais au président de la République. Ah bon, pourquoi? De nommer un nouveau chef du gouvernement. Parce que si on met en place un nouveau Premier ministre, cela voudra dire que c'est un nouveau programme qui commence à zéro. Ce Premier ministre-là doit obtenir l'investiture au Parlement et ça sera très long. Alors, le gouvernement de l'Union nationale n'est pas un nouveau programme? Non, non, non. Donc, non. vous parlez de la continuité de l'Union nationale, de l'Union sacrée au Congo. Il y a ceci. On peut réaménager une équipe gouvernementale, n'est-ce pas? Tout comme on peut faire tomber tout le gouvernement. Personnellement, je conseillerais au chef de l'État de réaménager l'équipe. Parce que les impératifs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui veulent qu'on aille vite. Donc, la nomination du Premier ministre, les consultations, les réunions politiques, les tractations, nous savons comment ça se passe. Donc, nous allons nous perdre. Je demande au chef de l'État d'adjoindre à notre valeureuse et vaillante maman qui est là, des collaborateurs efficaces qui vont l'aider à nous amener à bon port. Donc, l'idée de trouver un nouveau Premier ministre, je ne la trouve pas très séduisante. Madame Souminwa est déjà là, elle est en train de jouer son rôle. Très bien, je trouve. Et donc, il faut seulement peut-être étoffer l'équipe, essayer de modifier un peu la composition gouvernementale, essayer de voir comment on peut fluidifier l'équipe et renforcer l'équipe. Ça pourra aller. Donc, dire qu'il faut un nouveau Premier ministre, je ne suis pas très favorable à cette idée-là. Ça, c'est mon point de vue. Et voilà.
Alors, par rapport au deuxième... Le deuxième sujet, quel jugement vous rendez par rapport au deuxième volet, on doit comprendre une chose, madame. Le Rwanda est un pays pauvre, foncièrement. C'est un pays pauvre. Et l'administration rwandaise actuellement repose essentiellement sur les aides, sans compter les pillages de nos ressources. Donc, l'aide financière au Rwanda, c'est une manne. Parce que le Rwanda est un pays pauvre. Ce n'est pas comme nous. C'est un pays pauvre. Alors, quand je dis très pauvre, je crois que la ressource là-bas, je crois, c'est le thé ou, ou les fleurs ou les avocats, je ne sais pas. C'est un pays pauvre. Pas même des arachides. Donc, la richesse, les belles maisons, les immeubles qui sont en train d'être construits au Rwanda, c'est sur base du sang qui coule au Congo, mais aussi de l'aide financière internationale. D'ailleurs, on parle de plus de 60% du budget national rwandais est composé essentiellement des aides internationales. Donc, lorsqu'on comprend les choses de cette manière-là, comprenez tout de suite que couper ces aides-là, c'est vraiment donner un coup de massue au Rwanda. Ce n'est pas à minimiser. Parce qu'aujourd'hui, je crois que toutes les puissances internationales, entre guillemets, le Canada, la France, la Belgique, les États-Unis, le Royaume-Uni, ont tous, en tout cas, au moins fait l'annonce de suspendre les aides. Et ça aura des conséquences très fâcheuses par rapport à l'économie rwandaise. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Je ne sais pas, mais il faut comprendre comment est-ce que le monde international fonctionne. Pendant des années, ils ont collaboré avec le régime rwandais. Tout ce pays qui aujourd'hui semble être indigné de ce qui se passe au Congo, collaborer par le passé avec le Rwanda. Qu'est-ce qui a fait qu'il change ou bien qu'il commence à changer aujourd'hui? Vous avez suivi le point de presse de l'ancien Premier ministre belge. André Flao. Ce monsieur a dit, et ça m'avait étonné, il dit, on peut reprocher au président d'avoir fait le tour du monde, mais s'il y a une chose, c'est qu'il a remis le Congo sur la carte du monde. Ça, c'est un diplomate belge qui le dit. Et il sait pourquoi il a dit. Nous nous sommes plaints, le président est en train de faire du tourisme. Mais je crois que les esprits élevés comprenaient, et je crois que même lui-même, le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a très vite compris que le Congo avait disparu de la scène internationale. On raconte même qu'il y avait des réunions internationales où le Rwanda parlait au nom de la RDC, du temps de l'ancien régime. Le Rwanda prenait parole pour nous, carrément. Donc, ça ne pouvait pas être autrement. Le Rwanda s'est posé comme un interlocuteur de la sous-région. Tout ce qui est du Congo, voyez-moi. Tout ce qui est des minéraux, adressez-vous à moi. Donc, le chef de l'État, ayant compris cet aspect des choses, a fait un travail, une tournée explicative. Et aujourd'hui, je crois que tous ceux qui ont un esprit objectif comprennent que le message est passé. Enfin, la communauté internationale, entre guillemets, a compris qu'il y a des atrocités qui se commettent au Congo et que ça ne peut plus continuer. Il n'a jamais compris. Non, il faut comprendre. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut faire dans le concert des nations sur le plan international, il faut exister. Il faut exister. Vous demandez aux diplomates, ils vous le diront. Il faut exister sur le plan international. Il faut être là. Si vous n'êtes pas là, les choses vont se décider contre vous. Le chef de l'État a parlé, je crois c'était sur Top Congo, où il expliquait son entrevue avec une diplomate américaine. Il a bombardé cette dame-là. Finalement, la dame lui dit, en tout cas, monsieur le président, comprenez, ça faisait 30 ans, le Congo n'avait pas d'interlocuteur.
vu des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez la gravité de la situation. C'est-à-dire que 30 ans durant, depuis pratiquement le départ de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, qui n'était pas en bon terme avec les Occidentaux dans l'ensemble, Joseph Kabila, dont les relations avec l'Occident n'étaient pas bonnes non plus. Donc, nous avons passé une période noire de 30 années où d'autres personnes parlaient pour nous. Qu'est-ce qu'ils disaient? Non, permettez un peu. Tu dis que non, il n'était pas en bon terme avec nous, mais c'est que c'était Kagame qui nous... C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que il y a eu des années entières où le Congo n'a pas existé sur le plan international. Le président de la République, ayant compris cette donne, a fait ce qu'il a fait. Ça nous a beaucoup coûté en termes financiers, parce que les gens commençaient à en parler. Il y a des organismes de contrôle budgétaire qui commençaient à s'alarmer par rapport à ça. Mais c'était utile, parce qu'aujourd'hui, le monde international est alerté. Ça prend du temps, parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu, mais du moins, ça prend du temps. Donc, l'information est passée, le Rwanda commence à être asphyxié financièrement. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faudrait pas commettre l'erreur. Alors, quelles seront les stratégies de la J'en arrive. Voilà, ça c'est une très bonne question. Pour faire asseoir ces sanctions. Ça c'est une très bonne question. Garde-fou. Nous ne devons pas commettre l'erreur de croire que ce sont les sanctions qui vont mettre fin à la guerre. Les sanctions ont pour effet de tarir la source financière qui finance la guerre. Parce que moi, je me suis toujours demandé comment un pays pauvre comme le Rwanda peut entretenir autant de soldats. Il a des soldats au Mozambique, il y a des soldats en Centrafrique. C'est-à-dire que c'est l'argent de la guerre. Ce sont nos minéraux en fait qu'ils utilisent, ils vendent à l'international et ils prennent l'argent, ils reversent dans la guerre pour nous maintenir. C'est-à-dire qu'il faut maintenir cette zone-là dans l'insécurité pour leur permettre de continuer à exploiter. Le premier palier, c'est celui qu'on a atteint maintenant. Les aides commencent à être coupées. Maintenant, c'est à nous d'entrer en danse. C'est à nous, ça j'aimerais vraiment le dire, que nos autorités nous écoutent. Maintenant que les sanctions arrivent, c'est à nous d'entrer en danse, de nous organiser militairement. Parce que les pays se respectent soit par rapport au poids économique, soit par rapport à la force militaire. La Russie n'est pas une économie très forte, mais la Russie est une puissance militaire et elle est crainte par rapport à ça. La Russie, c'est un pays, même à l'Europe, on dit que le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Donc économiquement, la Russie n'est pas une grande puissance. Mais militairement, c'est une puissance. Donc nous devons nous organiser militairement. Nous avons maintenant le temps. Merci. Je vais chuter. Nous avons le temps et la légitimité internationale pour riposter comme il se doit et récupérer nos terres. Non seulement récupérer nos terres, mais bouter hors de notre territoire tous ceux qui se sont aventurés depuis des années. Et il faudrait que ça s'arrête parce que ça en est trop. Kapouya, mot de clôture. Ouais, mot de clôture, je suis en train de voir que non, avec les tournées des personnes fortes qui sont en train de sillonner dans des provinces pour demander à nos jeunes gens de s'enrôler dans l'armée. Et si on augmente encore l'effectif, et ça donne encore la force de notre armée, parce que l'armée aussi est forte par rapport à l'effectif. Et de deux, nous répétons toujours pour dire que non, non, trop c'est trop. Nous devons mettre fin, nous devons prendre la décision de dire que plus de 18 millions de Congolais tombés à l'Est, plus de 18 millions de Congolais tombés sur une guerre d'agression que l'Occident nous avait imposée, ça doit prendre fin. Je demanderai à ceux qui se disent opposants de pointer les doigts directement à Paul Kagame et ses complices. Ça fera quoi? Pointer d'abord Paul Kagame comme auteur, merci, comme un génocidaire, comme un
la personne qui est un facilitateur de tout ce que nous sommes en train de subir. Beaucoup. Et pour citer, je suis en train de voir son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faire une très haute diplomatie avec Donald Trump. Et c'est avec ça que ça va nous profiter. Donc, comme l'Europe aujourd'hui va prendre l'autre, soit va se faire opposant de l'Amérique par rapport à la guerre de l'Ukraine et de Russie. Maître William, c'est le Congo qui va gagner. Mot de clôture. Oui, merci madame. Je crois que nous demandons à tous les Congolais de s'unir autour du chef de l'État. Il n'est pas question de soutenir sa politique ou de devenir partisan de son camp politique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de sauver la nation. Mettons-nous ensemble. Nous avons un ennemi commun qui est le Rwanda. Aujourd'hui, c'est connu. Et le Rwanda, l'une des raisons qui y ont causé le succès, entre guillemets, du Rwanda, c'est aussi le fait que l'on soit divisé. Ils réussissent toujours à recruter des gens parmi nous pour justifier les atrocités qui se commettent au Congo. Donc, nous devons nous unir comme un seul homme autour de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Parce que c'est eux qui portent l'étendard de la République. Donc, mettons-nous à leur côté. Soutenons ce qu'ils sont en train de faire et renforçons l'équipe. Surtout qu'il y a une ouverture qui a été donnée de la création d'un gouvernement d'union nationale. Tous ceux qui se sentent tout celui qui se sent capable, qui peut apporter quelque chose de constructif pour le pays, qu'ils viennent pour que ensemble nous puissions enfin reconquérir notre territoire national. Il y va de notre fierté en tant que Congolais. Merci Maître William Tsassa d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Maître Tom Skapouya. C'était un échange citoyen entre ceux de l'Union Sacrée. Actu 60 vous dit merci. Merci à Desanges à la régie. Merci au directeur technique Patiangoy. Il me suit depuis Sebo, le pasteur David Mwamba. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC et que l'Éternel se souvienne à nos frères qui tombent au jour le jour à l'est du pays. Au revoir, Inch'Allah.